Merci. répondu par très vite. Ça va s'arrêter. Je pense que là, on va pouvoir y aller. On est 80 avec des petits soucis de connexion. Histoire de pas... c'est parti, je démarre. Allez. Bienvenue Ouais. à la journée de mathématiques 2022. Allez, un petit sondage. Celle-là, c'est un test, en fait. Hein, voilà. Vérifiez juste que vous êtes bien prêts à jouer, comment vous êtes motivés. Ça sera le gros du principe. Vous avez 4 top couleurs. Vous êtes prêts? Vous gagnez, c'est le premier. Et aussi la vitesse. Un classement en fonction de la vitesse de réponse. Un moment, vous êtes un peu largué, il faut encore attendre pour bien saisir. Ça va, ça fonctionne? Ah, 60 quand même près, c'est super, ça marche. Toujours, hein, si jamais en cours de jeu vous êtes déconnecté, il y a le code qui est en bas. Donc j'y vais. C'est parti. Donc suivant. Alors, la première question. Lors de la connexion-déconnexion de l'embout terminal du perfuseur au cathéter ou robinet 3 voies, 4 réponses possibles. Un quart de tour est suffisant pour le verrouillage. Je manipule à l'aide d'une compresse stérile sèche. L'étanchéité de la connexion doit être vérifiée après 15 minutes et je manipule avec une compresse stérile sèche et un antiseptique alcoolique. Vous avez plusieurs réponses possibles. Vous avez le temps. On a la chance d'avoir une minute de réflexion. Alors, donc, comment ça se passe pour les réponses? C'est ça, voilà. Hein? Donc pour les réponses, il y avait donc 3 réponses qui étaient bonnes. Je vais poser le micro maintenant. Un quart de tour est suffisant pour le verrouillage. L'étanchéité de la connexion doit être vérifiée après 15 minutes. Et puis donc je manipule avec une compresse stérile, sèche et un antiseptique alcoolique. Et là vous pouvez voir un petit peu au niveau des réponses. Donc on va dire au niveau de la manipulation de compresse, tout ce qui est antiseptique, c'était bon. Un peu plus de difficulté sur la réponse 1 et 2. Mais c'était bien le 1, le rouge, bleu et vert. Les messages d'hygiène sont bien passés. Voilà, donc effectivement, autour du perfuseur, on va vérifier systématiquement la qualité des conditionnements, que ce soit sous le perfuseur ou sous solidité à perfuser. Voilà, ça passe. Voilà. On va contrôler donc bien sûr le choix du perfuseur, les dates d'épéremption des produits utilisés, la présence des bouchons, des languettes de protection aux extrémités, les languettes de protection également sur la poche, sur le percube, sur le flacon vert, et on va respecter la règle des 5B ainsi que le contrôle ultime, produit, patient, prescription, une concordance faisant partie intégrante de la règle des 5B. On privilégie la purge du perfuseur à l'envers, pour limiter un risque de désamorçage de la tubulure en fin de perfusion. Et on essaie de vérifier le débit après 10 à 15 minutes après le premier réglage et de vérifier régulièrement le débit par le fait du temps de goutte, la vérification du nombre de gouttes dans la chambre qu'on goûte et on le réajuste. Alors pourquoi? En fait, ce qui se passe, c'est qu'il va y avoir une variation de hauteur des liquides dans le contenant. Et en fait, le perfuseur peut se dérégler. C'est dû en fait à ce qu'on appelle le fluage. Alors, le fluage d'un matériau, c'est une déformation
qui se fait au cours du temps sous l'effet d'une contrainte. Et cette contrainte, en fait, elle est exercée par, entre autres, le clamp à roulette, qui va progressivement pouvoir entraîner une déformation et une réduction du diamètre. Et de ce fait, ça va jouer sur le débit de perfusion. Même chose en fait pour les mouvements du patient qui vont influencer sur le débit. Et puis comme nos collègues de la pharmacovigilance vous l'ont dit précédemment, la hauteur aussi de la poche, s'il y a une fluctuation, s'il y a des mouvements en fait du patient, tout ça, ça va jouer. C'est pour ça qu'en fait on demande de vérifier régulièrement le compte-gouttes du perfuseur par gravité. Alors prochain petit quiz. Alors, on continue. Donc, vrai ou faux, le régulateur de débit, dit à la flow dosiflow, permet d'éviter le comptage des gouttes lors du réglage du débit. Donc ça, c'est une question rapide. Donc la réponse était bien faux, hein, ça n'empêche pas ce comptage des gouttes. Et vous avez donc la proportion. Donc on a 71 bonnes réponses et 18 mauvaises. Et on va faire un petit point sur les scores, hein, parce que bien évidemment, ce n'est pas uniquement les bonnes réponses, mais c'est également le temps. Donc on a des gens super rapides. Max et son clone, Max 02, donc ils doivent être ensemble. Antoine S, Marion et Vincent, donc ils sont pour l'instant dans notre top 5. Qui ont le droit à une journée avec la... Avec la batterie. Avec Daniela. Ils ont le droit de devenir des patients dans l'escape game. Donc on vous a fait la petite diapo récap autour des régulateurs de débit. Donc comme on le disait précédemment, on vérifie systématiquement le débit après 15 minutes de perfusion par comptage de gouttes. Et on suit régulièrement le réglage de ce débit. Alors, le ne pas utiliser, il est en rouge parce qu'en fait, on voulait nuancer le propos. Alors, ne pas utiliser de régulateur de débit, effectivement, pour administrer des médicaments à risque ou à marge thérapeutique étroite, comme les morphiniques, les catécholamines, l'héparine, l'insuline et anticancéreux. Et on va essayer de les éviter dans la mesure du possible avec des solutions de viscosité importante, donc tout ce qui est glucosé supérieur à 10%, les G20, les G30, le mannitol, les hydroxyéthylamidon, type Voluven et Afusine, et tout ce qui est sang et dérivés sanguins. Parce qu'en effet, le régulateur de débit va induire un risque dans le sens où on croit que le réglage sur la graduation est fiable, mais il faut savoir que l'échelle de graduation, elle reste approximative et que les débits affichés sont variables en fait en fonction des médicaments et de la viscosité des perfusats. Donc pour obtenir le débit souhaité, on place, alors c'est vrai qu'on ne voit plus la photo, mais on place le repère visuel en face de la graduation et on vérifie et on ajuste au besoin en comptant les gouttes. Donc compter les gouttes. Alors, si vous voulez bien, on continue. Et donc, une autre question. Les cathéters midline et peakline, voie périphérique ou centrale? Là, vous êtes au top. Midline correspond à la voie centrale, peakline à la voie périphérique. Les deux correspondent à la voie centrale. Midline correspond à la voie périphérique, peakline à la voie centrale. Les deux correspondent à la voie périphérique. Alors, je peux vous aider. Une seule réponse. Merci. Vous avez le temps de répondre. Et vous aviez déjà eu la présentation précédente avec les réponses. Vraiment là, 100%. Donc la bonne réponse était bien midline correspond à la voie périphérique, tandis que le peakline, lui, à la voie centrale. Donc on est quand même, oui, quasiment 80% de bonnes réponses, 72 sur 90 à peu près. Et donc, au niveau de classement, Max, Antoine S est premier. Et Max, les Max sont deuxième position. Voilà, on a l'arrivée de Valentine sur notre top 5. On a donc 51 joueurs qui ont 3 bonnes réponses, en fait, donc depuis le début.
Un bon combo. Un bon combo. Et la réponse, donc vous l'avez là. Donc, le midline est un cathéter veineux périphérique long qui est inséré au-dessus du pied du coude, donc dans une veine périphérique du bras jusqu'à la ligne axillaire. Pardon. C'est de la voie veineuse périphérique. Et le PICC line, donc c'est un cathéter veineux central d'insertion périphérique. Donc pareil, c'est un cathéter inséré au-dessus du pli du cou dans une veine profonde du bras jusqu'à la jonction cavo-atriale. Donc à l'extrémité, à l'entrée du cœur en fait. Donc, vous êtes d'accord? On continue? Alors, autre question. Donc, réponse multiple. La chambre à cathéter implantable, elle est implantée directement sous la peau, en général dans la zone lombaire, exige une asepsie rigoureuse et du matériel dédié, possède une durée de vie plus longue qu'un cathéter veineux périphérique, est un dispositif médical stérile à usage multiple car réutilisable. Alors, on est en France. Donc là, vous avez le temps de répondre. Plusieurs réponses possibles. Ça, il faut pas gagner. Alors, 93 réponses. Donc, il y avait deux réponses qui étaient bonnes, un très bon pourcentage. Les deux réponses étaient bien évidemment exigent une asepsie rigoureuse du matériel et du matériel dédié et possède une durée de vie plus longue qu'un cathéter veineux périphérique. Donc, bravo, là, au niveau des réponses, on est vraiment très bien. Et donc, le tableau des scores. Antoine, Max le premier. L'arrivée de Sceaux dans le top 5. On a toujours Antoine, Max, et Vincent et Valentine. Donc petit récap autour des chambres implantables. Elles sont également appelées chambres implantables percutanées. Donc on retrouve les acronymes CIP, CCI et PAC. CCI pour chambre à cathéter implantable et PAC du nom de la marque Portacat. C'est un système implantable dont l'injection se fait à travers la peau, sans traverser de vaisseau sanguin. Le système est implanté lors d'un acte chirurgical sous anesthésie locale ou générale. On la situe généralement dans la zone périclaviculaire droite donc ça permet d'administrer les traitements par voie centrale, d'injecter les médicaments au long cours et dont la tolérance veineuse est mauvaise, donc chimiothérapie, antibiothérapie au long cours, transfusion, nutrition parentérale au long cours. C'est un système qui est conçu pour demeurer en place sur une longue période après implantation, et généralement donc, ça concerne des traitements de plus de 3 mois qui nécessitent des accès répétés. L'injection va se faire avec une aiguille de Huber adaptée et sécurisée. Alors, adaptée, parce qu'en fait le diamètre de l'aiguille doit être adapté à la solution à perfuser en termes de viscosité et de débit, et la longueur de l'aiguille va être adaptée à la profondeur d'implantation de la chambre et à la corpulence du patient. Sécurisé parce qu'en fait, depuis la réglementation recommande que soient mis à disposition des aiguilles de Huber sécurisées avec des systèmes de mise en protection ou de suppression de l'aiguille lors de son retrait. Bon, comme nos collègues précédents l'ont dit, c'est vrai que là on voit peut-être pas bien, mais rinçage pulsé avant et après administration avec du SSI sauf contre-indication. On exerce une pression positive au moment du retrait de l'aiguille. Et en termes de fréquence de changement de l'aiguille, ça se fait en fait selon le médicament injecté et l'utilisation. Donc les recos SF2H 2012, notamment la reco 87, signale de ne pas maintenir une aiguille de Huber plus de 8 jours. Et pour des produits à viscosité importante, comme on va utiliser des aiguilles de 19 gauge, il faut essayer de l'enlever le plus tôt possible. Donc on a vu des protocoles à 2-3 jours pour ce type d'utilisation. Et on voulait vous signaler l'existence de sets de soins dédiés qui incorporent l'aiguille de Huber, donc des sets de perfusion, des sets de rinçage.
On vous a fait également un petit focus sur le rinçage, sur l'importance du rinçage, donc avec toujours un volume minimal de 10 ml qui est fonction du volume mort de la chambre. Et donc le rinçage s'effectue à la mise en place et au retrait de l'aiguille, après administration d'un produit à haute viscosité, donc tout ce qui est soluté lipidique, d'alimentation parentérale, des produits sanguins. Donc là, on recommande un volume de 20 ml. Lors de l'alimentation parentérale continue, toutes les 8 heures, 20 ml, avant et prise de sang, entre chaque injection de médicament, après une injection de médicament, avant de réaliser un verrou et au moins une fois par mois si on est en perfusion en continu et en l'absence d'aiguille, une fois par mois pendant 3 mois et dès le 3e mois, tous les 6 mois pour le cathéter de type implantable. Et on voulait vraiment vous faire un focus sur... Si vous l'avez, pardon, je ne suis pas connectée. Excusez-moi. Donc de diriger le jet de rinçage toujours du côté opposé au cathéter. On voit en fait le mouvement que ça va provoquer au niveau du rinçage. Donc en fait, il faut effectuer une rotation à 180 degrés pour améliorer l'efficacité du rinçage. Donc tous ces éléments, vous allez les retrouver. On voulait vous faire de manière... Alors je pense que c'est là intermédiaire. Non, c'est après. C'est après. Non. C'est après. Ah ben non, il y a encore un c'est quiz. le quiz. Encore un quiz réponse multiple. À quoi sert une valve bidirectionnelle? À participer à la prévention du risque d'embolie gazeuse, système clos. À participer à la prévention du risque infectieux, système clos. À réguler le débit de perfusion par un mécanisme d'ouverture-fermeture. À être utilisé pour plus de 24 heures pour des manipulations ultérieures. Alors pareil, là vous avez eu déjà des éléments de réponse dans les présentations précédentes. Donc il y a plusieurs réponses possibles. Et on est en valve bidirectionnelle. C'est bien bon. Donc il y avait 3 éléments qui étaient à retenir. Donc la participation à la prévention du risque d'embolie gazeuse, la prévention du risque infectieux, et puis donc à être utilisé pour plus de 24 heures pour des manipulations ultérieures. On est pas mal au niveau des réponses. C'est pas mal. Et au niveau du top, le retour de Max 02 en première place et l'arrivée de Jus. Quand même 3 personnes qui sont là depuis le début. Qui tiennent, Max 02, Vincent, tiennent. Valentine, ils sont l'un à côté d'autres sûrement. Qui tiennent bon. 40 joueurs qui ont enchaîné les valves. Donc autour des valves, donc, attention, en distinction entre la valve unidirectionnelle et la valve bidirectionnelle. Donc la valve unidirectionnelle, comme son nom l'indique, c'est pour réaliser une injection dans un seul sens vers le patient. Elle permet la sécurisation des montages de perfusion avec les médicaments à risque ou les médicaments à marge thérapeutique étroite. La valve bidirectionnelle, elle permet une injection sans aiguille en maintenant un système clos, donc effectivement réduit le risque infectieux et le risque d'embolie gazeuse. Donc elle va autoriser l'injection et l'aspiration, donc elle va permettre injection et prélèvement. Donc ne pas confondre cette valve bidirectionnelle effectivement avec une valve anti-retour, qui est bien une valve unidirectionnelle qui permet donc uniquement l'administration. Son entretien entre chaque sécurisation, entre chaque utilisation, administration prélèvement, donc désinfection des sites de connexion, et on pratique un rinçage pulsé avant et après chaque utilisation. Les valves doivent être changées tous les 7 jours et, alors ça paraît évident, mais non, on n'utilise pas une aiguille à travers une valve et non, la valve n'est pas un bouchon obturateur. On retrouve, on l'appelle aussi le connecteur sécurisé. On les retrouve en fait dans tout ce qui est perfusion, comme pareil nos collègues l'ont dit, CVC, CVP, les CCI, les cathéters périphériques de voie centrale. Et en fait, ces valves en fait, vont avoir des différents types de pression. On va les retrouver des positifs, des négatifs et des neutres. On vous indiquait sur le diapo originel les sources des différentes outils qui nous ont permis en fait, d'aider à la réalisation de ces quiz. Donc,
tout vous sera voilà, à à disposition. disposition. Et donc, on en vient donc à la liste, à l'après-vert, donc aux outils. Bon, en fait, on vous propose des outils pratiques, utiles, qu'on va pouvoir trouver dans différentes sources, donc essentiellement des Omédites. Et donc, je laisse la parole à Cynthia. En fait, on vous a listé là les différents outils, donc c'était le but de la manœuvre quand même, hein, c'était de vous créer les outils. Donc on vous les a classés, perfuseur, régulateur de débit, midline, pipeline, CCI et valve. Daniela a fait très bien les choses. Vous avez dans votre petite pochette un marque-page. En bas, il y a un code data matrix. Vous flashez ce code, vous allez arriver directement sur le site de la matériovigilance et notamment sur les journées régionales de matériovigilance 2022 où vous retrouverez l'ensemble des présentations et l'ensemble des documents qu'on vous a listés là et qui nous ont servi à créer en fait ce quiz. Donc, on devait intégrer Flashcode, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Donc voilà, je vous le dis. Et on voulait en fait vous mettre en évidence une fiche outil qu'on trouve vraiment bien foutue. Récapitulatif. Voilà, merci, récapitulatif, c'est plus poli, merci beaucoup. C'est le Focus Info Médit de nos collègues de Centre Médit Val-de-Loire qui voilà, sont vraiment en une casquette DM très très poussée déjà depuis 2014-2016. Et en fait, ils ont récapitulé sur cette fiche, pareil, que vous trouverez en lien, l'ensemble en fait des outils existants autour de la voie parentérale, donc que ce soit des e-learning, des fiches mémo, des guides. Donc vous allez retrouver tout ce qui est outils autour du bon usage du perfuseur, autour des cathéters midline, des packs, des recommandations sur les calculs de dose, sur les bonnes pratiques pour utiliser les valves, utiliser la pompe PCA. Voilà. Donc, s'il y a un document effectivement sur lequel vous pouvez retrouver tous ces liens et tous les noms, c'est bien celui-ci. Et pareil, donc il est présent sur le site MRV 2022, téléchargeable avec l'ensemble des liens. Allez, on va se remettre. Et on va se remettre. On va calculer un petit peu maintenant. Oh là là. Calcul de dose. Simple, un calcul de dose simple. Ouais. C'est parti. Ah, c'est moi qui dois faire, d'accord. Donc, vous devez administrer la prescription médicale suivante, héparine sodique, 15 008 pour 12 heures de perfusion, intraveineuse, avec une seringue électrique, dilution dans du NSL 0,9. Le produit à disposition, c'est de l'héparine sodique, avec des flacons de 5 ml qui sont dosés à 25 000, sinon ça serait trop facile, unité, oui. Et le matériel à disposition, on a une seringue pour un pouce seringue qui permet de diluer l'héparine dans l'USL 0,9, afin d'obtenir le volume final d'une seringue remplie de 48 ml de solution. Donc là, on a l'énoncé, on a la prescription, on a ce qu'on doit faire, et on a les petites questions. C'est pas très compliqué, on a voulu simple. Ça, pourquoi on a fait ça? C'est parce que, comme l'a dit aussi la pharmacovigilance, il y a énormément d'erreurs en fait dans les calculs de dose qui entraînent des erreurs médicamenteuses, des événements indésirables. On le retrouve aussi dans les erreurs médicamenteuses que suivent Isabelle et Mathieu Degraff pour nous. Et c'est encore un problème du quotidien, des erreurs du quotidien. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de faire un focus là-dessus. Donc vous avez l'énoncé et après maintenant les questions. Quel volume d'héparine sodique allez-vous prélever en millilitres? D'accord. Donc on a plusieurs réponses. On a 2 ml, 3 ml, 4 ml ou 5 ml. D'accord. Et vous avez l'énoncé au milieu et la prescription médicale, les produits à disposition. Donc on est d'accord, flacon de 5 ml dans 25 000 unités. Et la prescription, c'est 15 008 pour 12 heures de perfusion. Oui. Bien évidemment, il faut des intégrales, des logarithmes pour faire ce calcul. Je vois une calculatrice, là, non, ça c'est interdit par contre, madame. Il y a des gens qui trichent dans la salle. C'est interdit. Non, on peut utiliser les calculatrices pour faire les calculs, ça peut être des recommandations, bien au contraire. Alors, les réponses, on a quand même 59 bonnes réponses. C'était bien 3 ml. 3 ml.
Donc, c'est quoi? On a 20 patients qui sont morts, c'est ça? C'est pas grave. Donc, alors, voilà, on a toujours notre top 5 avec Max, Vincent, So, Jules et Valentine. Tu veux le faire ou... Non, mais c'est pas Donc, on a bien une règle de 3 à faire. On a bien donc 25 ml dans le flacon, 5 ml. On va avoir 15 000 unités. Donc, on a bien le volume à prélever qui est égal à 5 fois 15 000 divisé par le volume du flacon, 25 000. Et on a bien 3 ml. On va enchaîner sur quelques petits calculs, toujours à peu près de la même difficulté. Quel volume de SSI allez-vous utiliser en ml? Donc, soit 40 ml, 43 ml, 45 ml, 48 ml. Sachant que vous avez l'énoncé, donc qui vous donne en fait le volume de la seringue remplie à 48 ml. Donc, combien mettez-vous de sérum salé? Réponses. Il y a plus de réponses, oui. Ça motive plus. Si vous ne répondez pas, vous sortez pas. Il y a plus de... La calculatrice. Donc 89 réponses. Donc on a bien 80 bonnes réponses. La réponse était bien 45 ml. Voilà, là, je crois que c'est un top 5 qui se détache inexorablement. Et puis donc, plus des gens, hein, on n'a plus de combo. Ah. On n'a plus de combo. Ah si, je pense qu'ils ont tout bon, ceux-là. On fait un petit focus sur FB qui revient en force, mais ils ont tout bon. Le problème, c'est quand on est sorti de... On ne peut plus rentrer. Ah, avec le code en bas. Non, vous savez. Mais par contre, quand on remet son pseudo, il dit pseudo et Ah, mince. Ah, et voilà. Erreur technique. Alors, suivant. Donc là, on avait un calcul assez simple. On avait bien sûr notre volume de SSI, c'est bien le volume final, donc les 48 ml qu'on voulait avoir, moins notre volume d'héparine. 48 moins 3 égale 45 millilitres. Alors, autre question. Calculez le débit de la seringue électrique en millilitres par heure. Donc, est-ce que c'est du 2 millilitres heure, 3 millilitres heure, 4 millilitres heure et 5 millilitres heure? Donc, vous avez toujours l'énoncé, toujours le même, qui vous donne les indications, donc un passage sur 12 heures. Oh, bah, parce que vous les aider, t'as faim. Il faut calculer. Donc on a 72 bonnes réponses. La réponse était bien de 4 ml par heure. Regardons si on a toujours notre top 5 toujours efficace. On a même le top 5, c'est pas grave. Donc là, on est bien d'accord. Notre débit, ça va être un volume total sur une durée de perfusion. On veut avoir, alors on n'a pas fait de piège au niveau des unités, on veut bien avoir du millilitres par heure. Donc on a bien nos 48 divisé par 12, ce qui fait 4 ml par heure. Alors, on continue. Ah oui. Cynthia, c'est pour toi. Tu voulais nous faire un petit rappel. On doit faire un petit rappel application débit, concentration vitesse. Donc, le débit, c'est le rapport. Oui, pardon. Le débit, c'est un rapport d'un volume sur le temps. Donc, il va s'exprimer pour un perfuseur simple en gouttes par minute, en pouce seringue en millilitres par heure, la plupart du temps.
La concentration, elle, c'est le rapport d'une quantité d'un principe actif dans une unité de volume de solution. Donc c'est pour ça là je parle de la concentration massique, donc la masse qui va s'exprimer en milligrammes ou grammes sur un volume en millilitres ou litres. Et la vitesse de perfusion, de ce fait, s'exprime en millilitres par heure. C'est le débit en milligrammes heure sur la concentration en milligrammes par ml. Ah, il m'a diapo qui n'est pas passé. Ouais. Il manque une, c'est pas grave. Bon, alors, normalement, il y a une petite diapo sur les points de vigilance autour de la PCA. De toute façon, là, il n'y a plus de questions. Donc, par contre, il faudra qu'on aille à la fin. Ouais, je vais essayer juste de passer la diapo si j'y arrive, sinon je vais le dire à l'oral. Désolée. Je ne sais pas comment on passe. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, autour de la PCA, on vous demande des points de vigilance. Donc, on s'assure toujours de la qualité de la prescription. Déjà repéré, voie IV ou voie sous-cutanée, d'avoir le nom de la DCI ou le nom de la spécialité. L'unité de prescription, la plupart du temps, elle est effectuée en milligrammes heure. Donc, on rapporte à un calcul de débit en milligrammes par 24 heures. On utilise des ampoules de même concentration, donc on ne jamais travailler en ml, mais bien travailler en concentration en milligrammes par ml. Et on réalise le double contrôle de ces calculs et le double contrôle de sa programmation de pompe. Bon, ça, on est bien conscient, ce sont des recommandations poussées sur des situations qui peuvent se cumuler, médicaments à risque, situations à risque, patients à risque. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est on vérifie sa prescription, on va calculer, on va contrôler ou se faire contrôler, ou s'auto-contrôler, mais en tous les cas, il faut avoir une cohérence dans le calcul par rapport à ce qu'on veut obtenir. Et ensuite, on va paramétrer la pompe. Et on va régler les vitesses, débit et volume des bolus. Vous voyez ? Ouais. C'est juste avant le verre, je pense, normalement. Oui, il ne veut pas. Ah non, c'est sûr. C'est pas grave. Donc, au niveau de la voie veineuse centrale, on préconise une vitesse de perfusion qui est supérieure à 0,3 ml par heure. Ça, c'est dans le cadre, c'est vraiment pour essayer d'éviter la thrombose veineuse. Et si la vitesse est trop faible, on réduit la concentration en diluant la solution à perfuser. Pour la voie sous-cutanée, la préconisation, c'est que la vitesse de perfusion soit inférieure à 1 ml heure. Elle ne doit pas la dépasser pour assurer une bonne diffusion du produit. Si la vitesse, par contre, là pour le coup, est trop rapide, utilisez une solution plus concentrée. Attention, par contre, en termes de concentration, après, ne pas se retrouver, par contre, avec des problèmes d'irritation du point d'injection local et au produit qui, potentiellement plus concentré, peut devenir un peu plus irritant. Et on limite les volumes des bolus à 2 ml pour limiter la douleur au niveau des points de piqûre. Et pareil, si le volume du bolus est trop important, on essaie d'utiliser une solution plus concentrée et toujours respecter les périodes réfractaires. C'est vrai qu'on n'est pas parti avec des calculs avec des périodes réfractaires. Sur les outils qu'on va vous montrer après, vous aurez des exercices qui sont beaucoup plus poussés, qui prennent en compte ces calculs totaux. On branche la tubulure de la PCA au plus près du cathéter patient, de la chambre implantable. Le but, c'est de diminuer le volume résiduel dans la tubulure. Et en termes de prescription, on s'assure, dans la qualité de la prescription, d'avoir des consignes de surveillance des effets indésirables et accès à la conduite à tenir en cas de surdosage. C'est celui-là, t'enchaînes. Donc tu veux, après, de toute façon, ça enchaîne sur... Ouais, si tu y arrives. Celui-là. Ça ? Je pense, ouais. Il veut plus. Et le Chrome de Sweat. Ah, ben voilà. Donc, on vous a fait une fiche récap outil autour des calculs, avec les deux e-learning des calculs de dose des formes injectables, donc les fondamentaux et les approfondissements avec des exercices un petit peu plus poussés, dilution, cumul de produits, période réfractaire ajoutée. Également le module dédié à la pompe PCA et la fiche mémo. Donc vous avez un petit aperçu ci-dessous qui reprend en fait même les unités de conversion pour passer d'une unité à une autre et des exemples rapides, voilà, et des mémos sur ce qu'est la concentration, ce qu'est le débit et comment calculer.
On vous a mis également les checklists de la matériovigilance et les journées de matériovigilance de 2021, les 4 checklists que le REVA, à l'occasion de la reprise des journées, avait diffusées. Donc, la checklist liée à la préparation d'un médicament injectable, celle liée à la vérification de la pompe, programmation de la pompe et recommandations générales autour du bon usage des pompes. Donc, pareil, disponible sur le site, il faut juste passer en 2021. Et pourquoi on a à ce point fait un focus sur les calculs de dose? Il faut savoir que la HAS, encore tout récemment, avec la collaboration du réseau Médit, donc du réseau des différents Omédit en région, a créé en fait des flashs sécurité patients. Et les premiers flashs sécurité ont été dédiés aux médicaments à risque et ils ont suivi immédiatement du calcul de dose médicamenteuse et de la programmation en fait des pompes. Ça a été les 3 premiers à sortir sur la PCEM, PECM, ça va aller. C'est bon quand même. En fait, avec encore, à l'heure actuelle, des erreurs ayant entraîné des hospitalisations, des décès, liés essentiellement effectivement à des erreurs de programmation, des erreurs de calcul. Donc on vous les a remis en lien, on ne voulait pas nous appesantir dessus, mais en tout cas, sachez qu'ils existent. Ils permettent d'avoir une méthodologie en fait autour de l'analyse des EIG et des erreurs médicamenteuses et de mettre en place en fait un certain nombre de mesures barrières dans les recommandations qui sont faites en fin de FSP. Et il y a un lien vers tous les outils qui ont aidé à mettre en place ces différentes barrières. Et je pense que voilà, on a fini. Merci. Merci. Là, si j'appuie sur suivant, j'ai le classement final. Ah oui, alors le podium. Le podium, attention. Eh ben, Saut en 3e, Vincent 2e et premier. The winner is Max 02. Qui est Max 02 quand même? C'est qui? 50 ans, voilà. Bravo. Alors Vincent, c'est... Bah oui, ça me rassure complètement parce qu'il va vous faire un atelier cet après-midi. Il va vous apprendre à calculer des doses et plein d'autres choses avec les régulateurs de débit. En tout cas, un énorme merci à l'Omédit parce que le challenge est relevé et vraiment génial. Je pense qu'ils ont dû passer tout leur week-end. C'est vraiment top, donc merci beaucoup. Alors, juste avant de passer au repas, pour cet après-midi, donc il y aura 3 grandes thématiques d'atelier. Donc, une première thématique sur les peak lines, une deuxième thématique sur tout ce qui est périphérique et une troisième thématique sur les valves, la perfusion par gravité et les régulateurs de débit. Donc, chacun de ces ateliers, c'est pour ça qu'on vous a fait derrière un petit mémo, une petite feuille de route, parce qu'on a dû les partager en 3 pour que vous soyez par petits groupes et que vous puissiez tous manipuler. Donc, suivez bien cette petite feuille de route et surtout respectez bien les horaires parce que du coup, il y a peu de temps entre chaque atelier. Il y a aussi l'escape game. Donc, l'escape game, c'est pareil, on a mis des panneaux un petit peu partout. Essayez aussi d'être bien à l'heure. Il y aura un comptage de points pour à 17h faire une petite conclusion, une petite remise de prix. Donc, profitez bien de cet après-midi. Juste pour la suite, du coup, je vous annonce qu'en fin de semaine, je pars en congé maternité. Donc, je me ferai remplacer par Anne-Sophie Boucard que vous avez dû croiser à l'entrée et qui est aux manettes de la logistique de la journée. Donc, n'hésitez pas à lui écrire des mails si vous avez besoin. Et puis, on se retrouvera l'année prochaine. Merci encore pour votre participation. Et on se retrouve à l'Atrium. On a 1 heure pour manger. Bon appétit.